Aujourd'hui, nous allons voir le cours sur les infections nosocomiales. Je pense qu'en hygiène hospitalière, le problème de l'infection nosocomiale, c'est la principale cause pour lutter contre l'infection nosocomiale. Donc, quand on parle d'hygiène hospitalière, c'est pour lutter contre l'infection de manière générale, mais plus particulièrement de l'infection nosocomiale. Je pense que dans le cours, nous allons voir, il y aura un plan qui va nous permettre, en tout cas, de parler de long en large de l'infection nosocomiale, de la définition et de tout ce que vous devez savoir sur l'infection nosocomiale. Mais retenez que l'introduction en hygiène hospitalière, c'est, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est pour lutter contre l'infection de manière générale, mais particulièrement de lutter contre l'infection nosocomiale. Donc dans le cours, il y a un plan qu'on va suivre, et ce plan, il y a l'introduction que nous allons voir, il y a aussi la définition, parce que je ne peux pas comprendre qu'un personnel de santé ne puisse pas connaître la définition de la santé. C'est pourquoi je tiens beaucoup à ce que les gens sachent parler de la définition. Parce que c'est, en tout cas, l'infection nosocomiale est en vogue actuellement. Tout le monde parle d'infection nosocomiale. C'est aberrant qu'un personnel de santé, qu'on lui demande qu'est-ce que c'est que l'infection nosocomiale, qu'il ne puisse pas répondre. C'est pourquoi je tiens à ce que vraiment que les définitions qu'on va donner soient bien apprises. Donc après la définition, nous allons voir les types d'infections qu'on rencontre au niveau des formations sanitaires. Après les types d'infections, nous avons les réservoirs possibles. Réservoirs, quand on parle, c'est réservoirs de virus, c'est-à-dire les gens, ou bien en tout cas l'environnement où on peut trouver les microbes. C'est pourquoi on parle de réservoirs possibles. Il y a aussi les micro-organismes en cause. Nous avons aussi le mode de transmission que nous allons voir. Que ne faut-il pas faire pour que survienne une infection? Nous allons voir ça en 7. En 8, nous verrons la prévention au cours des soins. Toujours dans le plan, nous aurons en 9 l'environnement du patient. L'environnement du patient aussi, c'est à gérer. En 10, nous aurons lors des soins, chez le patient, la formation. Il faut former les gens. Il y a aussi le traitement du matériel de soins en 12. En 13, les conséquences de l'infection nosocomiale sur le malade. Nous aurons aussi des principales catégories. Donc nous sommes en introduction actuellement. Donc quand on parle de l'infection nosocomiale, c'est l'infection associée aux soins. Donc les soins que vous allez dispenser, donc il y a des infections qui sont associées à les soins que vous allez faire. C'est pourquoi les infections associées aux soins constituent aujourd'hui un problème majeur de santé publique. C'est l'OMS qui le dit. En effet, une priorité mondiale, et depuis 2004, l'OMS a lancé le programme Un soin propre et un soin plus sûr. Donc, lors des soins que nous allons dispenser, bien sûr, il y a des cours, et tous les cours vont parler de l'infection, et surtout de l'infection nosocomiale. Donc l'OMS veut faire de l'hygiène hospitalière un cheval de bataille pour qu'au niveau des formations sanitaires, que l'hygiène hospitalière soit de mise. C'est pourquoi, en 2004, l'OMS a lancé le programme Un soin propre est un soin plus sûr. En effet, il appartient aux 10 premières causes de mortalité. L'infection, bien sûr, dans les hôpitaux, entraîne une prolongation. Donc, quand il y a une infection nosocomiale, il y a une prolongation des durées de séjour à l'hôpital, une augmentation des coûts de prise en charge et ont fréquemment des conséquences cliniques secondaires. Vous voyez, quand on crée une infection nosocomiale, en général, l'infection nosocomiale est créée par le personnel de santé, le personnel qui traite les patients. Donc, quand on crée une infection nosocomiale, on cause des torts
au patient. Parce que si le patient devait faire une semaine, donc la prolongation de la durée de séjour est là. Et aussi quand la durée augmente, nécessairement le coût va augmenter. Parce qu'un malade qui devait faire une semaine, s'il fait 15 jours, c'est sûr que le coût d'hospitalisation va augmenter. Et aussi, en général, même si par extraordinaire le malade se tire d'affaire, en général, il y a des séquelles. C'est pourquoi on dit des conséquences cliniques secondaires très graves. Donc, nous devons tout faire en tant que personnel de santé de ne pas créer une infection nosocomiale. On verra plus loin les conséquences et comment faire pour ne pas en arriver là. Toujours en introduction, la notion d'infection associée aux soins est de plus en plus employée du fait qu'elle englobe les infections nosocomiales classiques qui surviennent à la suite ou au cours d'une hospitalisation, mais aussi qu'elle permet de prendre en compte toutes les autres infections qui peuvent survenir à l'occasion de tout soin, chez le visiteur, chez l'accompagnant, le personnel soignant ou le malade traité en ambulatoire. Vous voyez l'infection associée aux soins. Donc, c'est une infection qui est causée le plus souvent par le personnel de santé, mais cette contamination peut, par exemple, un malade qui est traité en ambulatoire, c'est-à-dire le malade qui vient à l'hôpital prendre ses soins et rentrer, donc on peut retrouver l'infection nosocomiale chez cette personne. De même que le visiteur, le gars qui vient rendre visite à un patient, et aussi l'accompagnant. C'est pourquoi tout le monde est concerné par l'hygiène hospitalière, parce que dans nos hôpitaux, en général, surtout le cas de l'accompagnant, nous sommes obligés de le prendre en compte dans la gestion du personnel, parce que le travail que le garçon ou la fille de salle devait faire, c'est maintenant l'accompagnant qui le fait, parce qu'au niveau des formations sanitaires, il y a une insuffisance de personnel. Et cette insuffisance de personnel pousse le personnel à utiliser les accompagnants pour faire le travail de nursing et autres. De ce fait, la personne qui était recrutée pour faire ce travail est appelée à faire autre chose, ce que l'infirmier devait faire, etc. Donc, quand on prend un garçon ou une fille à qui on confie le travail de l'infirmier, ce dernier ne fera plus le travail pour lequel il est recruté. De ce fait, on fait appel aux accompagnants pour accomplir ce travail. C'est pourquoi on est obligé de travailler avec les accompagnants. Au Sénégal, la surveillance et la prévention de ces infections sont réglementées depuis 2004, avec plusieurs arrêtés et circulaires qui installent et organisent les structures de lutte dans les hôpitaux sur le plan régional et national. Toujours sur l'introduction, l'importance de ce problème se situe également hors du cadre du système de soins. D'une part, dans le domaine judiciaire où les responsabilités des hôpitaux, du corps médical et infirmier sont engagées de plus en plus souvent. D'autre part, dans le domaine public et médiatique, où il y a une absence totale d'information transparente. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est dans le cadre des soins. Donc, actuellement, on parle d'une part, dans le domaine judiciaire. Au niveau des hôpitaux, actuellement, les parents des malades étaient fatalistes, c'est-à-dire quand on perdait un patient, un parent, on disait que bon, c'est le bon Dieu, etc. Maintenant, ce n'est plus le cas, les gens sont très regardants. Si on perd un malade, les gens n'hésitent même plus à aller demander l'autopsie pour voir les raisons de la mort de leurs parents. De ce fait, on traduit maintenant les hôpitaux et les formations sanitaires devant la justice, parce que si on constate que le malade est décédé d'une infection nosocomiale, en tout cas le service qui est concerné et les responsables de l'hôpital sont traduits devant les tribunaux. C'est pourquoi nous, on doit tout faire pour ne pas, en tout cas, créer l'infection nosocomiale. C'est pourquoi on parle
de la responsabilité des hôpitaux, du corps médical et infirmier qui est engagé dans le domaine judiciaire. Donc dans le domaine médiatique aussi, vous voyez, quand il y a une infection quelque part, vous voyez les radios, les journaux, etc., les gens écrivent, ne vont pas à la source pour avoir la bonne information, c'est-à-dire faire les investigations nécessaires. Finalité, les gens vont transmettre, en tout cas, ou bien émettre au niveau des médias et autres, des informations qui ne sont pas du tout fondées. Maintenant, on va directement dans le cours, on a fini l'introduction, maintenant on est à la définition. Comme je vous l'ai dit tantôt, la définition est très importante. Tout personnel de santé doit pouvoir donner la définition de l'infection nosocomiale. Une infection est dite nosocomiale ou hospitalière si elle est absente lors de l'admission du patient à l'hôpital et qu'elle se développe 48 heures au moins après l'admission. Ce délai permet de distinguer une infection d'acquisition communautaire d'une infection nosocomiale. Vous voyez, on ne peut pas dire que je viens 24 heures après, il y a une infection qui se déclare et je dis que c'est l'infection nosocomiale. Non. Il y a un temps d'incubation et ce temps d'incubation doit être observé, c'est-à-dire au moins 48 heures. C'est pourquoi, après 48 heures, si on n'avait rien, après 48 heures, on a une infection, on peut dire que c'est une infection nosocomiale. Mais si le délai est inférieur à 48 heures, on ne peut pas dire que c'est une infection nosocomiale. Là, on dit que c'est une infection communautaire. Donc, on doit pouvoir distinguer une infection d'acquisition communautaire d'une infection nosocomiale. Donc, il y a les 48 heures au moins. Maintenant, au-delà de 48 heures, 72 heures, etc., là, vraiment, si l'infection à l'entrée à l'hôpital, il n'y avait pas l'infection. Maintenant, si une infection se déclare, on dit que c'est une infection nosocomiale. Toujours dans la définition, une infection est dite nosocomiale si elle est absente à l'admission du patient à l'hôpital et qu'elle se déclare au cours ou après une hospitalisation. Lorsque la situation précise à l'admission, c'est pourquoi, en général, nous devons, en tout cas à l'admission du patient, voir tout ce qu'il y a. Mais lorsque la situation précise à l'admission n'est pas connue, voilà, on n'a pas fait les investigations nécessaires pour savoir que le malade est venu avec une infection. Donc on délai d'au moins 48 heures après l'admission est communément accepté pour séparer une infection d'acquisition communautaire d'une infection nosocomiale. Donc on pourrait faire, et c'est ce qu'on doit faire en sorte d'avoir la situation sérologique de notre patient avant son au moment de l'admission. Maintenant, si on n'a pas eu le temps de le faire, maintenant on est obligé de nous rabattre sur les 48 heures après l'admission. Si l'infection a été décelée après 48 heures, on peut dire que c'est une infection d'acquisition communautaire. Mais si c'est inférieur à 48 heures, on ne peut pas dire que c'est une infection nosocomiale, mais une infection d'acquisition communautaire. On va parler en trois des types d'infections. L'infection urinaire. Il y a la bactériémie et la septicémie. Il y a la pneumonie. Il y a l'infection du site opératoire, les entérites, les stélo-entérites et autres. Voilà les types d'infections qu'on peut avoir. Donc on parlera aussi des germes responsables des infections, de l'infection. Donc nous allons avoir les bactéries. Après les bactéries, nous aurons les champignons. Après les champignons, nous aurons les virus. Donc pour les bactéries, il y a les staphylocoques dorés, les colibacilles Escherichia coli, les Pseudomonas,
aeruginosa, les légionelles. Pour les champignons, les aspergillus. Pour les virus, on a la grippe, l'hépatite A, B, C et le sida. Mais il y a aussi des pourcentages qui sont déterminés pour les infections, surtout urinaires. Nous aurons, parce que c'est l'infection la plus courante, nous avons 40%. Pour l'infection de la plaie opératoire, 25%. Et l'infection respiratoire, 25%. Les septicémies et bactériémies, 5%. Les infections sur cathéter, 5%. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Les réservoirs possibles, les réservoirs de virus, c'est-à-dire les lieux ou bien en tout cas les personnes sur lesquelles on peut dire que ce sont des porteurs de germes. Donc les réservoirs possibles. Il y a l'individu, il y a le patient, il y a le personnel, il y a les visiteurs. Donc les réservoirs possibles. L'individu, le patient, le personnel et les visiteurs. Toujours réservoir possible. Nous avons l'environnement. Si vous voyez avec le lavage des mains, on parle de l'environnement du malade. Donc l'environnement du malade aussi est à gérer. Il y a aussi l'architecture de l'établissement, c'est-à-dire la forme, la construction, parce que aussi quand on construit un hôpital, bien en tout cas une formation sanitaire, il y a des normes qu'il faut respecter. On ne doit pas construire n'importe comment. Il faut vraiment mettre des gens qu'il faut pour vraiment que l'architecture de l'établissement réponde aux normes pour vraiment un bon environnement hospitalier. Il y a les équipements aussi. Pour les équipements, il y a beaucoup de choses dans les équipements, c'est-à-dire dans chaque chambre ce qu'il y a, etc. Et également les appareils multiparamétriques des signes vitaux, c'est-à-dire les appareils qu'on utilise sur les patients. Et vous allez voir que les appareils utilisés par plusieurs patients, les stéthoscopes, les ridelles de lit, etc. Donc quand on utilise des appareils sur des patients, les appareils-là, on doit pouvoir les décontaminer après usage sur chaque malade. On ne peut pas, avec le stéthoscope par exemple, c'est un exemple que je donne, utiliser le stéthoscope sur 5 malades sans pour autant, entre chaque patient, faire une décontamination de notre appareil. Parce que là, si on utilise l'appareil sur un patient et qu'on ne décontamine pas, on risque de prendre des germes sur le premier patient qu'on transmet au deuxième patient, etc. Donc ce qui n'est pas du tout normal. Comme en hygiène hospitalière, c'est une obligation de décontaminer tout le matériel, en tout cas les appareils multiparamétriques de signes vitaux et les appareils utilisés sur plusieurs patients, stéthoscope, ridelle de lit, etc. Les micro-organismes en cause. Nous avons les bactéries, naturellement présentes chez les individus sains. Donc les bactéries, il faut comprendre naturellement présentes chez les individus sains, parce que nous, partout où nous sommes envahis par des bactéries. Ces bactéries, on les appelle les commensaux, qui ne sont pas virulents. Les bactéries ne sont pas virulentes, mais peuvent être virulentes si ces bactéries-là sont mises dans une certaine condition. Mais vous devez retenir que tout individu vit avec des bactéries, mais des bactéries qu'on appelle les commensaux, et ces bactéries-là sont inoffensives. Chez la personne infectée, cela va de soi, quand on a une infection, c'est sûr qu'on est infecté, qu'on a des germes dans le corps. Présent dans l'environnement, donc l'environnement du patient, il y a toujours des micro-organismes. Sur les micro-organismes en cause, nous avons les champignons, Aspergillus, il y a les virus, la grippe, l'hépatite A, B et le sida. Mode de transmission par les mains. Vous voyez là, presque 70-75%
maladies sont maniportées. C'est pourquoi transmission par les mains. Vraiment, j'ai l'habitude de le dire. Je pense que je vous l'ai dit lorsqu'on faisait le lavage des mains, parce que nos mains nous sont très utiles, très utiles. Bon, si on imagine qu'on n'a pas de bras, tout ce qu'on doit faire, on le fait pour nous. Ça prouve que nos mains nous sont très indispensables. Mais il y a le revers de la médaille, c'est-à-dire, autant nos mains nous sont très utiles, autant elles peuvent nous être très nuisibles. Comme on dit que 75% ou voire 80% des pathologies sont maniportées, c'est à travers les mains qu'on les prenne. Donc, si les mains ne sont pas gérées, elles peuvent nous être très nuisibles. Donc, autant nos mains nous sont très utiles, mais elles peuvent nous être très nuisibles si on ne les gère pas. C'est pourquoi vous voyez le cas de... nous sommes en période de pandémie. Maintenant, on privilégie le lavage des mains ou bien le port de masque, mais ici, quand on parle des mains, c'est le lavage des mains qui nous intéresse. Donc, il y a deux formes de lavage à l'eau et au savon, et aussi l'utilisation du gel, c'est-à-dire de la solution hydroalcoolique. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, en tant que personnel de santé, lorsque vous aurez vos parchemins, c'est-à-dire quand vous devez débuter à exercer vos fonctions jusqu'à la retraite, le lavage des mains est une obligation. C'est une obligation. De même que le port de gants après. Donc ça, il faut qu'on gère nos mains pour nous protéger, mais aussi pour protéger nos patients. Si on ne gère pas nos mains, nous, on n'est pas à l'abri de contamination, mais nos patients également ne sont pas à l'abri d'une contamination. Vraiment, j'insiste sur les mains, qui représentent 75 voire 80% des risques d'infection dans les formations sanitaires. Donc, contact direct et indirect, donc toujours sur mode de transmission. Contact direct, objet interposé, les gouttelettes de sécrétion, l'air ambiant, les micro-gouttelettes, l'aérosol, les poussières porteuses d'agents infectieux. Au niveau des véhicules, des aliments, de l'eau, du sang, les aiguilles souillées. Aussi, il y a d'autres vecteurs comme les insectes, etc. Et aussi l'infection in utero, c'est-à-dire dans le ventre de la maman. Donc vous voyez l'infection même, on peut infecter son bébé à travers les mains et aussi contaminer son bébé, bien que étant dans le ventre de sa maman. Les modes de transmission. Il y a d'autres voies de transmission. Il y a l'air, il y a l'eau. Donc ça, on peut prendre la maladie à travers l'air que nous respirons et aussi à travers les eaux de boisson. Que faut-il pour que survienne une infection? Il y a une chaîne. La chaîne de l'infection et ses maillons. Donc il y a la source, c'est-à-dire le réservoir. Donc on prend les micro-organismes. Il y a la voie de transmission. Donc les micro-organismes transitent vers l'hôte. Donc les facteurs favorisants, les conditions sont favorables. Donc il y a la colonisation, c'est-à-dire le lieu où les germes vont se regrouper. Maintenant, quand toutes les conditions sont réunies, la colonisation s'est installée, maintenant l'infection va se développer. Vous voyez, pour qu'il y ait une infection, donc c'est une chaîne, on dit la chaîne de l'infection et ses maillons. Donc il y a le réservoir, c'est-à-dire la source, et le micro-organisme, la voie de transmission, soit air, par la main ou bien par les moyens dont on a parlé un peu plus haut, sur l'autre, sur le patient, sur la personne qui est infectée. Donc
il y a des facteurs qui favorisent le développement de ces germes. Donc il y a une colonisation, c'est-à-dire l'installation des germes, et la personne déclenche l'infection. L'infection se déclare ainsi. Donc on va aborder les conséquences pour l'hôpital. Conséquences pour l'hôpital, parce que quand il y a une infection, vraiment il y a des conséquences qui concernent l'hôpital. Donc il y a une augmentation de la résistance des germes. Bactéries multirésistantes, BMR, comme on les appelle, les bactéries multirésistantes, c'est-à-dire quand on parle d'infection nosocomiale, surtout parler des conséquences. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire en définition, on vous dit que dans les 48, quand il y a une infection. Mais non, le cas grave, c'est-à-dire que le malade est venu avec une maladie donnée, une pathologie donnée. Par mégarde ou bien en tout cas par inadvertance, je lui transmets une autre maladie. Cette autre maladie, donc les deux germes vont se croiser et se fusionner pour créer une bactérie multirésistante. Donc cette bactérie multirésistante qu'on appelle BMR. Maintenant, c'est une bactérie qui résiste aux antibiotiques. C'est pourquoi on doit tout faire pour ne pas créer une infection nosocomiale. Quand il y a une infection nosocomiale, les bactéries résistent aux antibiotiques couramment utilisés. De ce fait, les antibiotiques qu'on utilisait pour éliminer l'infection, ces bactéries-là résistent à ces antibiotiques. C'est pourquoi quand il y a une infection nosocomiale, les gens se rendent compte qu'il y a une infection nosocomiale quand, surtout au niveau de l'hospitalisation ou bien de la réanimation, les antibiotiques couramment utilisés et qui réglaient les problèmes, les antibiotiques ne répondent plus. Maintenant, le taux de mortalité augmente. C'est en ce moment seulement que les gens se rendent compte qu'il y a quelque chose, parce que les antibiotiques ne répondent plus, la mortalité augmente. Maintenant, on doit faire intervenir la bactériologie pour faire des prélèvements, voir ce qu'il y a. Maintenant, si la bactério confirme l'existence d'une bactérie multirésistante, le service-là est vite fermé. On est obligé de fermer. En attendant, bien sûr, les gens qui sont internés, on ne peut plus les sortir, parce que la bactérie ne doit pas se répandre dans l'hôpital. On est obligé de mettre le service d'hospitalisation en quarantaine, en attendant de voir. Maintenant, des fois, on peut vous dire qu'il y a une antibiotique qui peut faire quelque chose, mais le problème qui va se poser, c'est que des fois, même au Sénégal, l'antibiotique dont on a besoin n'y est pas. Ou bien même si par extraordinaire, on arrive à trouver l'antibiotique, c'est une antibiotique qui va coûter extrêmement cher. Et l'antibiotique, par exemple, les antibiotiques qui réglaient les problèmes, qui coûtaient entre 10, 15 ou 20 000, maintenant on nous propose des antibiotiques entre 300, 400, voire 500 000. Et on n'est pas sûr que le malade va guérir. Et si par extraordinaire, parce que bon, c'est l'exception qui confirme, en général, quand il y a une infection nosocomiale, on risque de perdre tous les malades présents au moment de l'infection, parce qu'on ne peut plus sortir ces malades et on ne peut plus aussi interner d'autres malades. Donc on risque de perdre tous ces malades. Mais si par extraordinaire, un malade réussit à se tirer d'affaire, c'est un malade qui va traîner des séquelles. Les séquelles, c'est-à-dire il y a toujours, le malade ne peut pas vraiment être comme il était, c'est-à-dire il y a des séquelles. Donc, et aussi quand on prend la définition de la santé, un malade qui a des séquelles n'est pas en bonne santé. Parce que quand on prend la définition, c'est-à-dire on dit la santé est un état de bien-être physique, un état de bien-être physique. Mais si on sort d'une maladie et qu'on a des séquelles, on ne peut pas dire qu'on est en bonne santé. Bien qu'on ne sent plus rien, mais en situation d'handicap, on n'est pas en bonne santé. Donc il y a une augmentation du nombre de malades immunodéprimés, il y a une augmentation de l'usage de techniques et thérapies agressives et invasives, une augmentation des techniques spécialisées qui favorisent le déplacement des malades. Vous voyez, tout ça, ce sont les conséquences pour l'hôpital.
La prévention au cours des soins. Donc il y a l'environnement hospitalier. L'entretien du sol, des surfaces. Cette activité doit donner lieu à la création d'un carnet de sages où l'on note le type d'entretien. La surveillance du circuit du linge propre et sale. Analyse du conditionnement de transport et de contrôle de la qualité du linge propre. Vous voyez, le linge fait partie des possibilités de contamination parce que le linge, je pense qu'il y a 3% de l'infection nosocomiale provient des